Bonjour, nous sommes le mardi 31 octobre. Bienvenue dans la médiasphère. Au sommaire, aujourd'hui, la vive polémique autour de l'hommage rendu à Roman Polanski à la Cinémathèque. L'acteur Kevin Spacey, lui, aussi au cœur d'un scandale sexuel à Hollywood. Mais où est passé Édouard Philippe? Nous mènerons l'enquête. Jean-Luc Mélenchon est encore vivant, mais oui, nous évoquerons aussi l'étrange voyage de Carles Puigdemont à Bruxelles et enfin l'Arabie Saoudite qui s'ouvre aux droits des femmes. Nous débattrons de toute cette actualité avec nos invités. Arnaud Champremier-Trégano, bonjour, éditorialiste et directeur de l'agence de communication Mediascope. Séverin Naudet, directeur de l'agence Tilder, ancien conseiller à Matignon. Muriel Reus, bonjour Muriel, bonjour. Fondatrice du mouvement des femmes. Et puis Michel Taube également avec nous, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour. Bonjour. Nouvelle polémique autour du réalisateur Roman Polanski, je vous le dirai, l'inauguration en grande pompe hier soir à la Cinémathèque de sa rétrospective. Une rétrospective qui fait débat en pleine affaire Weinstein et au moment où les langues se délient un peu partout dans le monde pour dénoncer le harcèlement sexuel. De nombreuses associations féministes réclament l'arrêt de cet hommage à Paris consacré à cet homme de 84 ans qui fait l'objet d'agressions sexuelles sur certaines mineures aux États-Unis notamment et en Suisse. Hier soir, vous le voyez, Polanski qui venait aussi présenter son nouveau film qui s'intitule « D'après une histoire vraie » était fraîchement accueilli par des femmes qui ont finalement été expulsées. Le président de la Cinémathèque, Costa Gavras, et la ministre de la Culture ont justifié avec leurs mots la célébration de cet hommage. Alors, madame et messieurs, fallait-il boycotter Polanski au nom de toutes ces femmes harcelées sexuellement? Muriel Reus. Ce qu'on peut constater, c'est que Roman Polanski est devenu depuis près de 40 ans un symbole de l'abus sexuel et de l'impunité de l'artiste. Alors, fallait-il le boycotter ou pas? Ce que disent les ministres et ce que dit le directeur de la Cinémathèque, c'est qu'on a célébré l'œuvre plutôt que l'artiste. Moi, ce que je constate, c'est que, en tout cas, ces derniers temps, la parole des femmes s'est extrêmement libérée. Il y a un parallèle quand même à faire avec la sortie de son film hier, parce que d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, c'est un film sur le harcèlement, la soumission, la possession d'un être par un autre. C'est un très bon bouquin d'ailleurs, je vous le conseille, mais donc peut-être que ça aussi, ça a accentué ce phénomène. Moi, je suis très surprise quand même par tous ces rejets aujourd'hui. Je pense qu'on n'avancera pas sur le territoire des femmes si les hommes et les femmes ne se mettent pas d'accord aujourd'hui sur ces phénomènes de harcèlement sexuel et sur ces phénomènes de faim, d'attitude et de territoire. Et si vous voulez, dans cette affaire de Weinstein, il y a eu un tweet qui m'a beaucoup frappé, qui est celui d'une mère d'une femme de 19 ans, ouais, qui dit en fait, moi, ma fille, quand elle marche dans la rue et qu'on la siffle, elle n'y fait plus attention. Quand elle est dans le métro et qu'elle subit des agressions verbales et parfois des attouchements, elle n'y fait plus attention. Quand des types la harcèlent depuis la rue, elle n'y fait plus attention parce que son attention est concentrée sur le fait de vivre en territoire urbain. Alors, c'est ça vraiment la problématique. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Muriel. À une réserve près, vous parliez de l'impunité de l'homme et de l'artiste. L'impunité de l'homme, elle est inadmissible. Inadmissible. Et c'est pourquoi, selon moi, il n'avait pas à être dans la salle hier. Je trouve que c'est absolument choquant que dans le contexte actuel, on est effectivement dans un contexte particulier de libération de la parole de la femme et à laquelle les hommes et les femmes doivent apporter leur concours. Et le fait qu'ils puissent, comme si de rien n'était, être présents physiquement, être ovationné physiquement, moi ça me choque. En revanche, l'artiste, pour moi, il n'y a pas de question d'impunité de l'artiste. L'artiste, il a le droit de faire son œuvre, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de faire des films qui sont sur des... Voilà, ça, pour moi, c'est intouchable au nom de la liberté d'expression. Mais l'homme lui-même, effectivement, il représente, je suis bien d'accord, oui, il représente cette longue histoire qui date pas de 40 ans, qui date de siècles, de millénaires, de silence imposé à des femmes qui ne pouvaient exprimer les violences dont elles ont été victimes et l'impunité des hommes qui pouvaient commettre ces violences. Il fait partie de ces hommes qui effectivement représentaient ça. Que ce soit vrai ou pas, peu importe, mais c'est une réalité. Et à ce titre, je pense qu'il n'avait pas à être ovationné en tant qu'homme. Alors Michel, justement, comment des autorités comme la ministre de la Culture peuvent-elles justifier, cautionner un tel événement qui s'en le souffre dans le contexte actuel? On écoute Françoise Nyssen, justement, la ministre de la Culture.
La rétrospective Polanski, elle est prévue depuis très longtemps. Il s'agit d'une œuvre, il ne s'agit pas d'un homme. Je n'ai pas à condamner une œuvre, ce n'est pas de ça du tout. Alors ce matin, sur LCI, Marlène Schiappa, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, n'est pas tout à fait sur la même ligne que sa collègue de la culture. Pourquoi dérouler le tapis rouge à Polanski? On l'écoute. Je pense qu'effectivement, c'est compliqué de faire des gens qui ont été auteurs de viols ou d'agressions sexuelles ou qui sont accusés de cela, d'en faire des héros. De la même manière, j'ai trouvé compliqué de faire des posters ou des unes avec Bertrand Cantat. Je n'appelle pas à la censure, je n'appelle pas au fait que ces personnes ne puissent plus travailler. Simplement, je pense que c'est difficile de dire aux femmes, vous devez libérer votre parole et dans le même temps de dérouler le tapis rouge pour des personnes qui sont auteurs d'agressions sexuelles. C'est vraiment, il ne fallait pas dérouler le tapis rouge à Roman Polanski. Ah non, ça c'est certain, oui, c'est extrêmement choquant, mais je pense qu'il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je comprends pas cette espèce d'embarras de tout le monde en se disant, mais quand même, c'est un monument historique, c'est une star, on s'en fout. C'est pas le sujet. C'est la lutte entre l'ancien monde et le nouveau, encore une fois, ici. Oui, c'est extrêmement choquant. Il y a encore eu une accusation très grave il y a quelques jours contre Roman Polanski. M6, il n'y a pas très longtemps, a déprogrammé... Il y a de nouvelles accusations de femmes harcelées sexuellement par Roman Polanski aux États-Unis. Et M6, récent, eux, par exemple, ont déprogrammé une émission après des accusations contre un animateur très célèbre. Gilbert Rozon, le producteur québécois. Et ça leur a coûté beaucoup d'argent. Donc, on se rend bien compte d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand les marques ou les grandes entreprises sont en risque vis-à-vis de leurs clients ou de leurs consommateurs, ils réagissent comme ça, ils réagissent très vite et ils comprennent très bien où est la problématique. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que sont dans cette espèce, pour une fois, je vais le dire, d'entre-soi, d'élite culturelle, politique, intellectuelle, médiatique, on finisse pas par comprendre que ça suffit et qu'on ne peut pas continuer dans cette culture où on protège les gens importants et où les gens importants ont un traitement différent. Voilà, c'est vraiment dans toute sa splendeur la vision d'une société à deux vitesses où on a bien vu que les médias ont été incapables de faire sortir toutes ces histoires qui sont sorties grâce aux réseaux sociaux. Oui. Il faut noter d'ailleurs l'importance des réseaux sociaux dans cette histoire. Alors Arnaud Champronier-Trigano, pour l'association Oser le féminisme, c'est comme si nous n'avions rien retenu finalement de ces dernières semaines. C'est vrai que cette polémique tombe mal après les affaires Weinstein et Rozon, on en parlait justement au Canada. Ça tombe mal, et puis ça tombe à un moment effectivement de basculement où notre vision, notre paradigme est en train de changer. C'est-à-dire qu'on arrive à ce moment-là où, effectivement, avec cette libération de la parole, notre perception, notre tolérance coupable de siècles phallocrates, commence à être ébranlée. Donc, ça tombe à ce moment-là, et puis ça soulève aussi un autre débat qui est comment on distingue l'artiste de l'œuvre, qui est vraiment le grand débat culturel de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on fait des auteurs qui ont commis des crimes pendant la guerre? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'un artiste qui a une œuvre qu'on ne peut pas nier et à laquelle on peut rendre hommage? C'est la ligne de Françoise Nissens. Voilà. Quand l'artiste, en tant qu'homme, est coupable de crimes. Voilà. Et donc, c'est ce travail-là de préservation du patrimoine culturel tout en excluant le... Et je pense que la réponse... Parce que c'est pas contradictoire ce qu'ont dit les deux ministres. La ministre de la Culture dit... finalement, nous, on a rendu hommage à l'œuvre, essentiellement, et la ministre des Droits des Femmes dit c'est bien normal de se faire huer. C'est ça. Donc, qu'on continue à rendre hommage à l'œuvre, à la création, et que dans le même temps, on mette à l'écart l'artiste qui est aussi un criminel. Et s'il décide de venir, il y a des manifestations, il est couvert de boue, on en parle sur les plateaux. Voilà. Une petite pique un petit peu politique, mais quand même, parce que ça a été un élément de déception dans la révolution annoncée par l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, et qui a quand même changé la donne et donné un peu d'oxygène à la vie politique française. Mais quand même, sur les droits des femmes, on s'attendait à ce que le droit des femmes soit une grande cause nationale, que ce soit une des grandes priorités du nouveau pouvoir. Et c'est vrai que sur cette question, on a accouché d'un secrétariat d'État qui est quand même pas à la hauteur des attentes qui étaient celles des féministes, mais de toutes les femmes et de tous les hommes qui tiennent à l'égalité homme-femme. Et je pense vraiment que hier, pour dire les choses autrement, le gouvernement a manqué une occasion de marquer le coup et d'accompagner ce mouvement de libération de la parole en disant « OK pour la rétrospective »,
on va projeter le film qui était prévu, tout le monde va être présent, mais l'homme incriminé ne peut pas être présent. Et ça aurait été un coup médiatique positif. Michel, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce matin sur LCI, Marlène Schiappa est très, très catégorique là-dessus. Mais après, c'est trop tard. Le lendemain, il aurait fallu qu'elle s'exprime hier matin. En disant, hier matin, ça me fait penser à Ramayad lorsque Kadhafi est venu à Paris. Ramayad a fait une sortie pour protester contre la venue de Kadhafi le matin de son arrivée. Ce n'était pas le lendemain, lorsqu'il était trop tard. Donc effectivement, je pense que pour prendre la mesure de cette révolution qui est en marche, mais qui est une révolution qui vient de la société civile, qui vient du courage de personnes, de femmes. Moi, je pense à Enda Yari, qui a eu le courage de porter plainte contre Tariq Ramadan. Grâce à une femme, d'autres femmes libèrent leur parole et osent dire les choses. Et donc, c'est cela aussi que le pouvoir politique doit accompagner et soutenir. Et hier, une occasion a été manquée de le faire. Alors Michel, il y a une vraie mobilisation. On l'a vu hier soir contre cet hommage à Polanski en pleine vague de libération de la parole. On en a parlé sur les harcèlements sexuels faits aux femmes, mais aussi aux hommes. Il faut en parler de ça aussi. On parlera justement tout à l'heure de la nouvelle affaire à Kevin Spacey. Il y a cette pétition lancée par une militante féministe qui demande d'annuler la rétrospective qui doit se tenir jusqu'au 3 décembre. Et ce matin, près de 29 000 personnes l'avaient signée, cette pétition. Alors une question personnelle à vous quatre. On commence par Muriel. Est-ce que vous l'auriez signée, cette pétition ? Oui, mais moi je partage ce que vient de dire Michel. Je pense que on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur tout. Voilà. Et on est rentré dans une phase où des dénonciations ont lieu tous les jours. Est-ce qu'elles sont justifiées ou non ? Ça pose quand même cette problématique aujourd'hui qui est évidemment, il faut que la parole des femmes soit libérée. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Et elle l'est aujourd'hui. Et on doit remercier ce qui se passe aujourd'hui sur cette libération de la parole des femmes. On doit être accompagné par les hommes parce que les hommes sont au pouvoir et que sans les hommes, on ne changera pas les lois, on n'avancera pas. Macron avait promis qu'effectivement cette année serait une année, que son quinquennat serait majeur pour la cause des femmes. Pour l'instant, il y tient promesse. Je ne sais pas. Pour l'instant, le secrétariat d'État a plutôt perdu des budgets, ou en tout cas, on a réparti des budgets entre les différents ministères. On attendait un ministère. Pour l'instant, Marlène Schiappa fait ce qu'elle peut. Bon, il y aura une loi sur le harcèlement dans la rue. Voilà. Moi, je note que Marlène Schiappa, il y a un truc qui m'a extrêmement choquée. Marlène Schiappa s'attache les cheveux aujourd'hui. Et quand on lui pose la question, elle dit parce que sinon, on ne me prend pas au sérieux. Mais enfin, dans quel monde vit-on, quoi ? C'est grave. Dans quel monde vit-on ? Je voulais terminer avec cette information. La Cinémathèque, décidément dans le viseur des associations féministes, en janvier prochain, c'est le cinéaste français Jean-Claude Brissot qui va être honoré. Et Brissot, je vous le rappelle, a été condamné pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Une coïncidence, cycle, on peut dire, malheureuse. C'est un cycle harceleur, quoi. Mais de toute façon, des histoires, on va en trouver des centaines et des dizaines et des dizaines et des centaines. Mais pourquoi ? Parce que dans cette maison, partout ailleurs. Enfin, je veux dire, moi j'ai vécu 5 ans dans l'environnement de la télévision TF1 et de M6. Je peux vous dire que c'était pas très simple à tous les moments. Hein. Donc c'est extrêmement compliqué ce qui s'est passé toutes ces dernières années. Le mouvement qui est en train d'agir aujourd'hui, cette libération de la parole des femmes, va provoquer et provoque tous les jours des dénonciations, des mises à niveau, des prises de parole. Je crois qu'il va falloir trouver un juste milieu entre une réalité, un avancement des droits pour les femmes. Et moi, je pense que la parité, je pense que plus d'égalité et plus de parité peut résoudre ce type de problème. Alors, sur ces affaires sexuelles à Hollywood, c'est le grand déballage avec un coming out qui fait polémique, accusé d'avoir fait des avances sexuelles à un acteur âgé de 14 ans en 1986. Le comédien américain Kevin Spacey, en publiant sur son compte Twitter un mot d'excuse, a profité pour faire son coming out en tant qu'homme gay. Une façon comme une autre de faire un écran de fumée sur un acte hautement répréhensible, même si les faits sont prescrits. Donc première question à vous quatre, que vous inspire cette stratégie de défense de Spacey, Arnaud ? C'est la stratégie du contre-feu. C'est-à-dire qu'on focalise sur un incendie, on va très vite en allumer un second. Donc, bon, si vous voulez, d'un point de vue technique, la défense n'est pas sotte, n'est pas idiote. D'un point de vue moral, elle pose problème. Elle pose problème à plusieurs égards. D'abord, il y a quand même un harcèlement. Il faut quand même préciser que c'était il y a 30 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il avait 26 ans. Parce qu'on a quand même... Il avait 26 ans. Il avait 26. Ça dépend des pays. Mais... Bon...
comment on s'en sort, quoi. C'est-à-dire que on est dans les années 70, ça baisse dans tous les coins, l'homosexualité, la bisexualité, tout ça se révèle dans cette société. Toutes les affaires dont on parle là, ça n'excuse pas, mais toutes les affaires, il faut les recontextualiser aussi sur cette période. On vient chercher 30 ans plus tard, on se rappelle 30 ans plus tard qu'on a été harcelé. Bon, sur l'affaire de Kim Smith, je pense que là, vraiment, on est sur quelque chose qui est, pour le coup, qui est très à l'américaine et beaucoup moins transposable en France. Alors, voilà. Moi, je suis assez d'accord avec ça, si vous voulez. Et je suis pour l'allongement des délais de prescription. On ne se trompe pas sur ce que je dis. Mais vous avez raison, c'était une période très différente. On était en pleine libération sexuelle. Non, mais il y a 31 ans. Enfin, il avait 14 ans. Non. Il avait Kevin Spacey. En 70, c'était pas plus normal d'essayer de violer c'était un mineur de 14 ans. Ce que dit Anthony Rapp, c'est pas qu'il a été violé. Il a dit. C'est une tentative, ça s'appelle une agression. Il dit, tentative d'agression. Il a tenté de me séduire. Okay. Non, il dit qu'il l'a plaqué sur un lit et qu'il est monté dessus, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Ouais. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que dans le même message... Non, attendez, on va accuser tous les hommes de toutes les générations. Comment est-ce qu'on se sort de ça? Non, mais on rentre dans la période, on rentre dans cette période et on n'est pas prêt de trouver l'équilibre. Parce qu'il y a on n'est pas prêt de trouver un équilibre. Donc, que tu appelles de TV, et je suis d'accord, mais on n'est pas prêt de le trouver. Parce qu'on est seulement au début d'une période de libération de cette parole, et il y a tellement de souffrances, il y a tellement de violences qui ont été commises, que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Et ça va forcément passer par malheureusement, et je le regrette aussi, par des lynchages médiatiques, par des accusations qui sont fausses également, par des personnes qui sont justement condamnées aussi, parce que malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui ont commis des véritables crimes. Moi, ce qui me gêne énormément dans ce coming out, c'est qu'une personne fait son coming out sur l'homosexualité au moment même où il évoque un délit ou un crime qu'il aurait commis. C'est ce qui rend fou les associations. Oui, justement, c'est un amalgame qui est fait par l'acteur sur la communication. Pour la cause des homosexuels qui ont droit à être respectés comme étant un choix de vie, un choix normal de vie, enfin, ça donne à leurs détracteurs, ça donne une très très mauvaise image. Je pense que ce monsieur n'a pas rendu service. S'il voulait faire son coming out pour expliquer que j'ai le droit d'être homosexuel et c'est ma liberté, il n'avait pas le choix, il était attaqué par un homme. Donc si tu veux, au moment où tout le monde disait que il était homosexuel à Hollywood, mais dans un contexte, mais cet amalgame, c'est clair, ne sert pas. Cet amalgame, Michel, ne sert pas la cause gay. C'est ça que je veux dire. Dans un contexte d'homophobie très importante, c'est pas bon du tout. C'est évidemment une catastrophe pour la communauté gay dans son ensemble, parce qu'on va encore faire l'amalgame entre pédophilie et homosexualité. Par ailleurs, oui, c'est l'éternel amalgame entre. Il faut juste repenser à une chose là, au moment où on se parle, c'est que, ok, c'était il y a 30 ans, mais il y a aujourd'hui, au moment où on se parle, des jeunes de 14 ans, hommes ou femmes, qui sont agressés ou qui sont harcelés. Quel message ça leur envoie? C'est ça la question qu'il faut se poser. D'accord, on revient sur des faits qui sont anciens, mais la réalité, c'est que si on commence à douter ou à se poser des questions d'équilibre, on envoie un message extrêmement mauvais à tous ceux qui continuent aujourd'hui et à tous ceux qui subissent ces agressions aujourd'hui, qui n'ont pas à les subir. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut condamner les choses clairement et dire les choses clairement, en disant qu'on n'agresse pas un enfant de 14 ans, homme ou femme, on ne peut pas encenser une star qui est agressée, qui est accusée de viol, d'autant qu'en plus dans l'affaire Polanski, ce qui est vraiment très très particulier, et là où le gouvernement et la Cinémathèque font une faute de communication et un écart de communication grave, c'est qu'il est dans la provocation permanente. Polanski a toujours été dans la provocation. C'est-à-dire qu'il a quand même dit que oui, il aimait les jeunes femmes, très jeunes, que oui, aux États-Unis, on condamnait tous les hommes qui aimaient les jeunes femmes, et dans ça, il entendait par mineurs, et qu'à ce moment-là, tout le monde était criminel. Ce monsieur est dans la provocation, par ailleurs. C'est vrai, on revient sur Spacey, qui, je vous le rappelle, est l'acteur de la grande série américaine House of Cards, qui a du souci à se faire, car Netflix, le géant du streaming américain, qui diffuse la série, s'est dit hier soir profondément troublé. Netflix pourrait purement et simplement mettre fin à la série en fin 2018, après ce comportement de Spacey. La 6e saison, qui est en plein tournage à Baltimore, pourrait être la dernière. Donc une question,
Autre sanction pour... Non, mais la ministre de la Culture aurait pu s'inspirer de ce genre de réaction extrêmement rapide pour prendre la mesure... Oui, réaction très rapide de Netflix. Moi, je voudrais quand même en profiter pour dire deux choses. L'année prochaine, on va fêter ou commémorer, selon les points de vue, les 50 ans de mai 68. Et de toute façon, en termes culturels, ce débat va continuer. Il va continuer parce que effectivement, les problèmes de sexualité, de rapport, de limite à la sexualité vont se poser et vont devenir récurrents. Et la deuxième chose qui est plus court terme, je ne peux pas manquer de dire que ça fait plus d'1 an que je porte des chaussettes oranges tous les jours contre les violences faites aux femmes. C'est la couleur des violences contre les violences faites aux femmes. Et le 25 novembre, j'appelle tous les auditeurs de LCI à venir devant l'hôtel de ville de Paris à l'initiative des Nations Unies. C'est ONU Femmes qui organise ça. C'est l'Orange Day. C'est le jour contre les violences faites aux femmes avec la couleur orange. Venez nombreux place d'hôtel de ville et venez les hommes, venez nombreux pour soutenir cette cause parce qu'elle est universelle et très importante. Juste une information, parce qu'on vient de l'apprendre, les Emmy Awards ont décidé de retirer la statuette à Kevin Spacey qui devait lui être décernée au mois de novembre. C'est très bien. Moi, je pense vraiment... Et puis on termine là-dessus. Ouais, il me semble vraiment extrêmement important que maintenant, on passe à des mesures concrètes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les lois? Comment est-ce qu'on protège les femmes? Qu'est-ce qu'on met réellement en place pour que ces situations ne se reproduisent plus? C'est vraiment ça qui est important. Quel est le futur demain, en termes d'égalité, en termes de parité pour les femmes et les hommes? Allez, toute autre chose. Emmanuel Macron se prend pour un président américain. Pour la 3e fois en peu de temps, il a signé dans un protocole qu'il affectionne tout particulièrement et devant les caméras, la loi antiterroriste dans son bureau de l'Élysée. Regardez cette image, Christophe Castaner et Gérard Collomb. Mais de nouveau, pas d'Édouard Philippe. Pourquoi exclure le Premier ministre de cette image éminemment protocolaire? Arnaud. Peut-être parce que la 5e a cette particularité d'avoir un exécutif bicéphale, c'est-à-dire à 2 visages, et que sur une scène telle que celle-ci, il est important de montrer que l'exécutif, c'est le président, et seulement le président. Et que donc, on ne vient pas parasiter, parce que la vérité, c'est que c'est peut-être le président qui signe, mais c'est quand même le Premier ministre qui porte le projet de loi et qui applique la loi et qui mène la politique sous la 5e. Le rôle du président, qui n'a cessé de muter depuis 58, est quand même essentiellement un rôle symbolique, et puis sur quelques thèmes régaliens, c'est-à-dire à l'international et l'armée et les relations internationales. Voilà. Mais là, il a besoin de reconcentrer. On est sur une mutation très à l'américaine. On parlait de... Oui, c'est ce que font tous les présidents américains. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est sur une mise en scène à l'américaine, mais on est aussi sur un régime de plus en plus à l'américaine, puisqu'on est passé au quinquennat, et que, passant au quinquennat, on a calé les législatives sur la présidentielle, donc il n'y a plus de la place pour la cohabitation. Donc le président arrive avec sa majorité et a quasi plein pouvoir pendant 5 ans. Donc on est sur quelque chose, avec un exécutif très fort, et la mise en scène aujourd'hui, elle vient renforcer cette nouvelle forme de gouvernance. En aparté, Emmanuel Macron justifie ces séquences. Pour lui, comme ça, on ne parlera plus de com', mais que du fond des textes désormais. Est-ce que vous y croyez vraiment, ça, Michel Taube? Je pense oui, en partie. C'est vrai qu'il arrive quand même bien à imposer ces séquences thématiques, les sujets sur lesquels il veut s'exprimer. Mais moi, je pense effectivement, Édouard Philippe a dit qu'il ne veut pas être chef de l'État. Ni maintenant, ni demain. Alors ça, on verra pour demain. Mais c'est vrai que normalement, ce n'est pas Christophe Castaner qui devrait être là, c'est le Premier ministre. C'est surtout sur des lois aussi importantes. Et alors que Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Strasbourg, Cour européenne des droits de l'homme, pour justifier sa loi antiterroriste. Mais je pense qu'effectivement, moi, dans ma conception de la Ve République, c'est le Premier ministre qui devrait être à la place de Christophe Castaner. Pourquoi Christophe Castaner est-il là? Porte-parole du gouvernement, ministre des Relations avec le Parlement. Quelle est la justification de la présence de Christophe Castaner à la gauche d'Emmanuel Macron? Ça, je pense que ça mériterait de demander une explication élyséenne pour comprendre. Moi, je trouve que ça ne va pas de soi. Signature de la loi sur la moralisation de la vie politique, signature de la loi travail, de la loi antiterroriste, même mise en scène, même bureau, mais Édouard Philippe, lui, n'est jamais là. On va regarder quand même. Voilà. Bien.
Et oui, donc pour Édouard Philippe qui mène la politique du gouvernement, ce n'est pas un peu vexant de ne pas être sur la photo, Muriel ? On constate que Castaner est toujours là, hein, donc c'est vrai que cet homme a pris une importance très il ne importante. sera plus là bientôt, hein, quand il sera Oui, patron parce qu'il va du diriger, parti, il oui. ne sera plus porte-parole du gouvernement. Enfin, en attendant, il est toujours là dans les moments importants. Écoutez, Édouard Philippe, il est quand même terriblement transparent, quoi. Donc on peut se poser aussi des questions sur sa capacité à exister, sa capacité à prendre la parole, sa capacité à jouer un rôle fondamental au sein de ce gouvernement. Moi, je trouve qu'il est... Alors, Séverin Fillon était le collaborateur de Sarkozy. Est-ce que finalement Édouard Philippe n'est pas devenu le collaborateur du président Macron ? Non, je pense pas qu'il faille appliquer de vieilles grilles de lecture à ce gouvernement. Bon, d'abord, ce qui est évident, c'est que ça manque beaucoup aux médias, hein, cette confrontation entre le Premier ministre et le président de la République. Ça permettait à tout le monde de parler beaucoup, à faire couler beaucoup d'encre. C'était une des occupations principales des commentateurs dans ce pays. Et là, tout d'un coup, on a un grand vide. Bon, ça, c'est une réalité. Édouard Philippe fait son boulot, il le fait plutôt bien, il est sérieux. Et aujourd'hui, on peut se demander si, par exemple, si la contestation sociale ne prend à ce point pas dans le pays, c'est parce que aussi le sérieux du travail du gouvernement, l'application, l'absence de discorde, l'absence de problèmes n'est pas une des raisons. Donc je pense qu'on peut se féliciter du fait que le Premier ministre gouverne, il est à la tâche, il est modeste, il fait le boulot, le président de la République dirige le pays. Et finalement, pour une fois, en tout cas sur les 2 quinquennats qui ont précédé, on a un peu de calme et on a une direction équilibrée à la tête du pays. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec Séverin. Je pense que, en fait, le bon fonctionnement de la Ve République, où il y a un président de la République, un Premier ministre, qui ont tous deux des pouvoirs très importants, repose sur le fait que le Premier ministre accepte le fait que le président de la République est le chef d'orchestre, celui qui communique, celui qui représente la politique gouvernementale dans les moments les plus importants. Donc je pense que là, il y a une loyauté du Premier ministre vis-à-vis du président de la République qui est utile au fonctionnement de l'exécutif. Comme Fillon avait été loyal avec Sarkozy, président de la République. Et ça lui avait permis de tenir 5 ans, et c'était bon pour le fonctionnement de la République. Mais ceci dit, là, en termes de communication, sur l'américanisation de la communication des événements forts de la politique, où on adopte solennellement, on promulgue solennellement une loi, je maintiens que selon moi, il doit y avoir aux côtés du président de la République, il y avoir le ministre en charge du dossier et le chef du gouvernement, qui a quand même coordonné, piloté, mise en œuvre la concrétisation de cette loi. Alors Michel, à sa décharge, et pour ne pas l'accabler, ce n'est pas un Premier ministre fantôme, il faisait quand même hier matin le job, avec 2 de ses ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, pour sa réforme de l'entrée à la fac. Et tout le monde l'a trouvé bon et présent. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe. Je n'ai pas et je n'ai jamais eu peur du mot sélection. Mais ce n'est pas ce que nous proposons aux étudiants et aux lycéens français. L'objectif, ça n'est pas que l'université dise non. Dans la plupart des cas, elle dira oui. Alors Édouard Philippe n'est pas complètement absent de la scène médiatique. Dimanche soir, dans l'émission Au Tableau sur C8, il sera interrogé par des écoliers. Le Premier ministre va-t-il devenir chef de l'État ? C'est la question d'un des écoliers. La réponse est non. Mais j'ai bien conscience, je cite Édouard Philippe en disant cela, que plein de gens ne vont pas me croire. Alors Macron a-t-il ou non du souci à se faire pour 2022 ? Il n'est pas là dans les moments symboliques, en fait. Moi, je suis d'accord avec Séverin, il fait le job, apparemment, il le fait. Enfin, je veux dire, le climat est plutôt calme, les choses avancent. Moi, je trouve que Macron fait le job, le gouvernement fait le job. Pourtant, c'était pas mon choix, mais en tout cas, voilà, on peut constater que les choses... Donc, mais il n'est pas absent, Édouard Philippe, il fait, on le voit, des émissions de divertissement aussi. Il sera sur C8 dimanche soir, c'est ce que je disais. Symbolique. Où là, Macron est quand même, encore une fois, l'homme qui est vraiment présent. Mais c'est normal, c'est le président, et accompagné toujours de Castaner. Donc on peut quand même se poser des questions, quoi. Pourquoi ce choix permanent ? Pourquoi est-ce que Édouard Philippe ne l'accompagne pas dans des moments extrêmement symboliques ? Moi, pourquoi on a un Premier ministre ? C'est ça la vraie question. Ouais. Pourquoi aujourd'hui on a un Premier ministre sous la 5e tel que c'est organisé avec le quinquennat ? Ça n'a plus de sens. Ça avait du sens quand il y avait un septennat que finalement le Premier ministre trouvait des majorités qui pouvaient changer pendant le temps de la présidence. Et aujourd'hui, voilà, donc finalement il met en image
une réalité politique qui est devenue celle du pays, c'est qu'aujourd'hui, le rôle du Premier ministre, on ne le comprend pas, et il doit sa présence, en fait, à l'héritage de l'esprit de la 5e de 58, mais pas à la réalité aujourd'hui. C'est peut-être ce que souhaite Macron. Peut-être qu'il est en train de faire la démonstration de ce qu'il pourrait advenir lors des prochaines élections. Peut-être qu'il y a un changement de constitution qui pourrait peut-être se préparer. Et pour dire les choses autrement, c'est que... C'est quand même l'une des plus vieilles d'Europe. Hein. Et d'ailleurs, pour moi, Christophe Castaner, il est autant le porte-parole du gouvernement que le porte-parole d'Emmanuel Macron. En fait, c'est sa proximité avec Emmanuel Macron, c'est aussi... Alors, il y a un porte-parole du président qui existe, hein, c'est Bruno Roger-Petit. Oui, mais on l'entend pas. Qui est assez discret. Voilà, qui est très discret. Et la réalité, c'est que même avec l'arrivée de Roger Petit, Christophe Castaner continue à être omniprésent médiatiquement. Et donc, effectivement, c'est la seule raison que je vois sa présence aux côtés du chef de l'État au moment de la promulgation des lois. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Premier ministre est le chef de la majorité. C'est ça aussi le sens du Premier ministre, c'est le chef de la majorité parlementaire. Et c'est une raison de plus qui pourrait expliquer qu'au moment de la promulgation d'une loi votée par la majorité parlementaire, ce soit le Premier ministre, chef de la majorité, qui soit présent aux côtés du Allez, je crois qu'on a fait le tour sur Édouard Philippe. Certainement. Et sur cette photo. Souvenez-vous, on l'avait quitté en pleine déprime à Athènes, c'était hier, on avait presque de la peine pour lui. Regardez. Monsieur Macron, d'ailleurs il s'en est vanté à son interview, il a dit j'y suis arrivé en 5 mois. Bon, il y est arrivé, vous connaissez notre réplique, on lui a dit bonhomme, attends, c'est pas terminé. Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher. Parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible. On peut espérer reprendre le point, et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti. Hein. Mais c'est pas le cas. Alors bien sûr, tout le monde s'est interrogé sur la base de morale du grand homme. Du coup, la France insoumise a dû déminer. C'est Éric Coquerel qui est monté au créneau pour démentir. Bien sûr, on l'écoute. Jean-Luc Mélenchon n'a pas le blues, pas plus que nous. Simplement, ça n'empêche pas d'être lucide et à un moment donné de tirer un peu aussi une sonnette d'alarme. Si Emmanuel Macron arrive à passer sans encombre tous les projets qui déstructurent le code du travail, qui organisent la sélection entre universités, qui organisent l'austérité, ça sera très difficile par la suite de l'arrêter. Donc, il faudrait peut-être chercher tous des voies qui arrivent à mobiliser et à montrer qu'il y a une majorité dans le pays contre son projet. J'en suis persuadé pour ma part. C'est ça que veut dire Jean-Luc Mélenchon. Et je vous assure, on est tous sauf déprimés. Alors, Mélenchon presque fataliste face à la politique réformiste de Macron, c'est à peine croyable, Michel. Fataliste et aussi fataliste sur leur incapacité à mobiliser, à bloquer le pays. Ils ont quand même essayé de mettre les routiers avec eux pour bloquer le pays. Les étudiants, ils ont fait tous les campus universitaires pour essayer de bloquer les projets sur la réforme de l'université et ils n'y arrivent pas. Parce que le pays ne les suit pas. Donc moi, le petit timonier de la gauche ou de l'extrême gauche qu'est Mélenchon, il va avoir du mal. Et l'autre point qui est très important, c'est qu'ils ont mis tellement le paquet depuis mai dernier pour être l'opposition à Macron. Ils y ont réussi. La droite parlementaire, ils ont plus de 100 députés, ils sont quasiment inexistants. Les socialistes, c'est pareil. Le Modem, ils sont dans une alliance, on ne les entend plus avec Macron. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, les vrais opposants, c'était Mélenchon. Mais il ne va pas tenir 5 ans à être omniprésent médiatiquement tous les jours, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans le train ou ailleurs, pour s'opposer à Macron. Donc il a besoin de se reposer, d'organiser un peu sa rareté en termes de communication pour pouvoir rebondir et revenir. Et j'ai oublié de citer Le Pen qui n'arrive pas à revenir malgré ses 11 millions de voix au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors justement, il n'est plus assuré d'être l'opposant numéro 1 au président. Laurent Wauquiez, lui, le nouveau héros des Républicains, se positionne en champion de l'antimacronisme, parfois même un peu brutal. C'était au grand jury. Allez, pour le plaisir, je ne résiste pas à l'envie de vous le repasser. Et puis ça peut peut-être remotiver Mélenchon, pourquoi pas. Les Français attendent de la fermeté. Ils attendent des convictions. Ils n'attendent pas un petit président arrogant et capricieux qui, dès qu'on ose le contester, hausse le ton et vous demande de vous taire. Bon, c'est du brutal. Mélenchon n'est jamais allé aussi loin dans l'invective. Wauquiez remplace Mélenchon. Oui. Non, mais Mélenchon, je crois qu'il est intelligent, il examine la situation, il constate que Macron réussit à appliquer son programme libéral sans trop de difficultés. Et il constate aussi que la résistance sociale sur laquelle il comptait beaucoup n'est pas au rendez-vous. Alors, il lui reste un joker, c'est les jeunes. Alors maintenant, il est un peu concentré sur les jeunes, il espère tous les matins que les jeunes vont enfin se mobiliser. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc voilà.
Un mot très rapide sur Jean-Luc Mélenchon, tous les deux. On peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de tactique, volontaire ou pas. C'est que pour une fois, il y a un homme politique qui réalise qu'il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer avec la méthode Coué et d'aller dans le mur, il assume et il dit que ça n'a pas fonctionné. Ce qui lui permettra de rebondir d'ailleurs et de repasser à autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'opinion, la nouvelle génération à laquelle il s'adresse en particulier, elle n'aime pas quand on raconte n'importe quoi et qu'on continue à faire du déni de réalité. Donc là, c'est un point très important. Et par ailleurs, il y a eu quand même il y a eu un problème de politisation de la contestation sociale par Mélenchon, et peut-être qu'il se rend compte que ça n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été connexes, comme les propos sur l'islam, sur certains déboires des membres de son parti, qui ont pollué la capacité à mobiliser aujourd'hui la rue. Donc là, ça lui permet aussi de mettre un point à quelque chose et peut-être de repartir sur autre chose. Une réaction d'Arnaud, et on terminera sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, d'abord, sur Wauquiez, il y a une montée de la violence verbale dans la classe politique. Ça fait 8-10 ans, Sarkozy un peu, beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Enfin, donc Wauquiez rentre dans cette arène-là, où effectivement les mots qu'on entend sont des mots très différents et beaucoup plus agressifs et violents que ce qu'on entendait il y a 10-15 ans. Concernant Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme de gauche. C'est-à-dire qu'elle en est où la gauche aujourd'hui dans ce pays ? Elle voit un président qui a été élu, souvent par des voix de gauche aussi, mener une politique libérale. Elle voit bien que ses réformes sont impopulaires dans le pays et elle est en incapacité d'organiser une résistance à cette vague. C'est-à-dire que Macron fait passer une série de choses qui, depuis 15-20 ans, essayent de passer et qui sont généralement bloquées par le mouvement social, les syndicats, les organisations, les partis. Voilà, donc il est dans cet état d'esprit de fatigue, de se dire, mais là, on n'y arrive plus. Et c'est le même état d'esprit, effectivement, que les syndicats, que les militants, que les électeurs, que le peuple de gauche, et il reflète bien ce peuple de gauche. Et en même temps, il clôt une séquence qui était, on va, dès le début, réussir à faire tomber Macron par ce mouvement social. La médiasphère, aujourd'hui, c'est aussi un retour sur l'étrange voyage de Carles Puigdemont à Bruxelles. Toute la journée, hier, les médias espagnols ont enquêté. Quelques infos, mais aussi des fake news. Les raisons de ce voyage à Bruxelles restent floues. Les circonstances du trajet interpellent. Il n'a pas pris l'avion à Barcelone, mais à Marseille, poursuivi pour rébellion par la justice espagnole et risquant de la prison ferme. Il n'écarterait pas la possibilité d'un asile politique en Belgique. On en parle tout de suite, mais d'abord des précisions avec Camilla Campuzano. Il a fui jusqu'en Belgique. Carles Puigdemont et certains de ses ministres sont à Bruxelles, dans un environnement sûr et discret, d'après certains conseillers. Pourtant, Carles Puigdemont avait berné tout le monde avec cette publication sur les réseaux sociaux hier matin, une photo depuis la Généralité catalane. En réalité, il serait allé à Marseille en voiture, puis il aurait pris l'avion, direction Bruxelles. L'ancien président catalan serait-il en train de battre en retraite ? Pour ses opposants, ce départ est un acte désespéré et un non-sens. Dans son camp, certains parlent déjà d'exil. À Bruxelles, il a pris un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, un juriste qui a notamment défendu des membres de l'ETA. Avec son aide, Carles Puigdemont pourrait bien faire une demande d'asile. Le Premier ministre belge dément toute volonté d'accueillir l'ancien président catalan, mais la décision ne lui appartient pas. C'est une autorité indépendante qui jugerait l'affaire. En Espagne, Carles Puigdemont risque la prison. Le parquet a porté plainte contre tous les membres du gouvernement catalan pour rébellion et sédition. Allez, je vais être bref car il nous reste 5 minutes de débat. Vous y croyez franchement à l'asile politique de Puigdemont ? C'est pas une mascarade, c'est très grave. Possible. Non mais la situation est très grave. Rajoy et le roi d'Espagne, j'ajoute, veulent faire la peau des dirigeants catalans. C'est le choix qu'ils ont fait. Et ils feront tout pour les empêcher de nuire. Et donc, si Puigdemont a quitté tout jusqu'à l'envoyer en prison. Mais évidemment, vous allez voir, ça va être l'étape supplémentaire. On ne rigole pas. Là, il y a un bras de fer. Il y a une guerre qui est pacifique pour le moment, mais ce qui est une véritable guerre politique entre la Catalogne et l'Espagne. Et c'est ça tout l'enjeu. Et Puigdemont doit se dire, la question qui se pose est, est-ce qu'il est plus utile à son peuple catalan, à l'étranger, que dans une prison madrilène où il risque de terminer rapidement. C'est ça l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des membres de l'ETA espagnol qui ont eu l'asile politique en Belgique.
Et l'avocat qui s'était occupé d'eux est celui qui aujourd'hui est l'avocat de Puigdemont. Donc l'organisation de cette fuite, dans le reportage. L'organisation de cette fuite, elle est crédible et effectivement, il y a des chances que ça réussisse. Même si un Catalan en fuite de l'Espagne qui va se réfugier, qui demande l'asile politique en Belgique, c'est quand même un peu grossignolesque. Ce matin, les unionistes parlent d'un geste désespéré de l'ex-président de la Catalogne et même de suite en avant. Ouais. Et on verra si c'est désespéré le 21 décembre, parce qu'il y aura des élections en Catalogne, et s'il y a un raz-de-marée indépendantiste à ces élections, ça va être très très compliqué. C'est pathétique en termes de communication. Pour lui, c'est une catastrophe. Je veux dire, je pense qu'en termes de communication, il serait plus utile dans une prison à son mouvement et à ses idées qu'en fuite à Bruxelles. Tout est dans le titre, d'ailleurs. C'est facile à dire, mais tout est dans le titre, c'est vrai. Le président qui est en fuite, la manière même dans le reportage et tous les médias le présentent, c'est vraiment pathétique. Et depuis le début, on sent bien qu'il est dépassé en réalité par le mouvement qu'il a lui-même initié et qu'il essaye de courir derrière. Oui, d'accord, mais est-ce que Puigdemont a une chance d'avoir un procès équitable en Espagne? Non, c'est quand même la question qu'on peut se poser aussi, non? En termes de stratégie, c'est peut-être bien de partir en Belgique. En termes de communication, c'est effectivement assez pathétique. C'est une fuite, c'est présenté comme cela. Et puis il y a des discordances de prise de position. Le gouvernement belge dit non, on ne lui a pas demandé de venir. La NDA dit on l'a accueilli. Au sein du gouvernement, il y a division entre le Premier ministre et le Michel dit oui, après il dit non. Oui, parce qu'en Belgique, je ne sais pas si vous avez la réponse. Pardon, Michel. La NDA, c'est parti de. Le ministre chargé de l'immigration, c'est un ministre. Exactement, c'est pour ça qu'il a été en Belgique. Est-ce qu'un citoyen de l'Union européenne peut demander le droit d'asile? En Belgique, oui. En Belgique, oui. En Belgique, oui. Absolument. Oui, et ça s'est déjà fait pour des militants basques. Mais avec des règles extrêmement précises, et il y a assez peu de chances qu'il l'ait, parce qu'en réalité, il faut qu'il y ait une notion d'oppression dans son pays, tout un tas de critères qui donnent assez peu de chances de l'avoir. Et si le choix était fait, s'il décidait de demander l'asile politique, ou les autorités espagnoles pourraient délivrer un mandat d'arrêt international, que la justice belge serait, à mon avis, conduite à mettre en œuvre. Moi, je suis d'accord avec vous qu'en termes de communication, il vaudrait mieux qu'il assume le choix politique qu'il a fait du bras de fer et de l'indépendance, quitte à aller en prison, ce qui et mener les élections donnerait une aura de victimes encore plus importante que... Ça s'appelle le courage en politique, et en général, c'est plus payant que la fuite à Varennes. Ça ressemble à un aveu d'échec. La fuite à Avoir mis Bruxelles. des centaines de milliers de manifestants dans les rues et puis fuir de cette façon, en communication, c'est un peu un aveu d'échec. En tout cas, il pourrait parler aujourd'hui à Bruxelles, après avoir consulté ses amis nationalistes flamands. Et il s'est trouvé, vous le disiez Arnaud, un avocat flamand pour étudier toute opportunité, toute possibilité de demande d'asile. Suite dans le prochain épisode, j'imagine qu'on va encore en reparler. Ce n'est pas terminé, cette affaire Puigdemont en Belgique. Voilà, la médiasphère, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 9h sur LCI. Tout de suite, c'est La République LCI avec Laurent Bazin et Roselyne Bachelot. Salut.